Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de la mi-journée. L'actualité à Paris et en Ile-de-France sera politique dans un instant avec l'invité de Samedi Politique, le député UDI de Seine-et-Marne et maire de Montereau-Faux-Yonne, Yves Jégo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Daïk Odoui. Alors avec notre invité, nous commenterons évidemment la tragique actualité, mais également l'actualité politique, accords et désaccords entre l'UDI et les Républicains. Oui, cette semaine, on l'a appris, un accord entre l'UDI et les Républicains au niveau national, mais ce qui implique que Chantal Jouanneau, dont vous êtes proche, ne conduira pas de liste autonome de l'UDI au premier tour des régionales en décembre prochain. On verra avec vous si vous regrettez cet accord et cette décision. On en parle dans un instant, mais l'actualité, c'est tout d'abord les réactions de la communauté tunisienne après l'attentat meurtrier qui a fait, je vous rappelle, près de 40 morts. Gaël Darangos et Yves-Léopold de Wulf se sont rendus dans le quartier de Belleville à Paris ce matin. Quartier Belleville, au cœur de Paris. Ici vit une partie de la communauté tunisienne de la capitale. Après le double attentat en France et en Tunisie hier, l'émotion prime chez les habitants. Tout le monde disant ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? J'étais malade. C'est mon pays. De toute façon, la Tunisie, c'est mon pays. Je suis tunisien. Je vous jure que j'ai pas dormi la nuit. Ça nous touche, que ce soit des touristes, que ce soit des Tunisiens, c'est quand même des innocents. Et c'est pas normal que des choses comme ça, c'est du barbarisme, quoi. Dans cette agence de voyage, on craint le pire pour la saison touristique. En mars, l'attentat du musée du Prado de Tunis avait fait chuter le nombre de réservations. L'attentat de Sousse hier se fait déjà sentir. J'ai reçu des coups d'appel disons de Tunisiens aussi bien que des étrangers qui comptent annuler leurs vacances en Tunisie. Pour le moment, il y en a combien qui ont annulé? Hier, j'ai eu 3. Dans la journée d'hier, c'est 3. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Le tourisme, victime collatérale des attentats, pas seulement. Ici, tous dénoncent une montée du racisme et de l'islamophobie. En ce mois de Ramadan sacré pour les musulmans, ils appellent à la paix et à ne pas faire d'amalgame. Ça n'a rien à voir avec l'islam, surtout dans ces mois de secret, même dans toute la religion, rien à voir ni avec notre prophète, ni avec notre religion qui est une religion de paix, qui dit déjà il faut manger avec un juif, dormir chez un chrétien. La paix et le respect des communautés, dans le quartier de Belleville, voilà un sentiment que tout le monde souhaiterait partager. Alors Yves Jégo, plusieurs choses sont dites dans ce reportage. Peut-être un premier commentaire sur la réaction de cette communauté tunisienne vivante à Paris, en Ile-de-France. On ne peut être que solidaire. Les Tunisiens sont malheureux. Il n'y a d'ailleurs pas eu que 2 attentats hier. Il y en a eu au Koweït, il y en a eu un peu partout. Et ce qui est la preuve que le djihadisme, que l'islam radical frappe partout, y compris d'ailleurs à l'intérieur du monde musulman, puisqu'il y a une mosquée qui a sauté. Donc on est sur une forme de guerre mondiale. Il faut pas se leurrer. Et vous avez tweeté hier, vous avez dit qu'il fallait qu'il y ait une réaction beaucoup plus déterminée de la communauté internationale. Ce que vous appelez réaction déterminée, c'est une entrée en guerre? D'abord, je pense qu'il y a des conséquences incalculables de ce qui se passe. Les migrants dont on ne parle plus dans l'actualité d'aujourd'hui, mais c'est aussi une des conséquences de tout ça, qui a des conséquences dans la société française, des risques de tension, de racisme exacerbé sur ce sujet. Et moi, je pense qu'on n'échappera pas, que la génération d'aujourd'hui n'échappera pas à une confrontation avec Daesh sur le terrain. Au fond, la seule question, c'est quand et quelle sera la coalition qui devra aller se battre contre ces fous furieux et ces barbares. Mais il faut s'y préparer intellectuellement et avoir conscience que nous sommes dans une situation de quasi-guerre mondiale qui nous oblige d'abord à de l'unité nationale, à des précautions et puis aussi à une prise en compte des conséquences de tout ça. Et encore une fois, elles seront incalculables. Les conséquences de ce qui se passe actuellement avec Daesh sont des conséquences très lourdes sur l'avenir du monde et de notre société. On est loin, Yves Jégo, du printemps tunisien? On est à la fois loin et près du printemps tunisien parce que ceux qui se sont attaqués aux touristes tunisiens, ils veulent tuer la démocratie en Tunisie. Vous savez, c'est la guerre pour la liberté. Et au fond, ceux qui, au nom d'un radicalisme religieux, veulent prendre pied sur un certain nombre de territoires, ils veulent restreindre la liberté des Tunisiens. C'est un enjeu qui est très fort. Donc c'est sans doute les conséquences du printemps tunisien, mais il faut que nous l'assumions collectivement et en concertation des nations libres. Ça, c'est pour la Tunisie. Malheureusement, hier, il y a aussi une personne victime en France, à Saint-Quentin, décapitée par un terroriste. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, hier, a quand même dit que
si le projet de loi sur l'enseignement entrait en application, il ne l'a pas dit comme ça, mais il a sous-entendu que ça aurait peut-être pu éviter cet attentat. Or, vous avez voté contre ce projet de loi à l'Assemblée. Est-ce que vous regrettez ce vote négatif au vu de ce qui s'est passé hier ? Non, je regrette que le ministre de l'Intérieur essaye de faire croire aux Français qu'une loi, quelle qu'elle soit, pourrait empêcher des fous furieux de commettre des actes aussi abominables. Il faut renforcer nos moyens de protection. Est-ce qu'il faut le faire au sacrifice et au détriment des libertés individuelles ? J'en suis pas persuadé. Si il y a une chance minime d'éviter ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on peut accepter moralement de restreindre une part de ses libertés en tant que citoyen ? Une part, oui. Une part trop importante, sans doute pas. Il y a derrière ce projet de loi sur le renseignement beaucoup d'interrogations. Et le gouvernement devrait être prudent. Parce que dire aux Français, si on vote cette loi, ça empêchera les attentats demain. Si jamais il y a un attentat demain, vous voyez l'effet que ça aurait sur le pays. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder. Je n'ai aucune critique à faire au gouvernement sur la façon dont il agit, sur les moyens qu'il met en œuvre. Je crois qu'on aurait tort de le critiquer, que ceux qui le critiquent ont tort de le faire, et que notre société, elle doit faire bloc et ne pas laisser croire qu'une loi, quelle qu'elle soit, pourrait régler un problème qui est un problème, hélas, mondial. Donnons-nous des armes, mais peut-être pas non plus au détriment des libertés individuelles. C'est un équilibre à trouver. Je ne suis pas sûr qu'il soit trouvé aujourd'hui. Cet équilibre, cette limite, ce serait quoi pour ne pas empiéter sur nos libertés individuelles ? Jusqu'où on peut aller dans un sens ou l'autre ? Je pense que face à des hommes et des femmes déterminés à aller jusqu'à la mort, face à des individus qui s'auto-radicalisent, les moyens de la société pour les combattre sont extrêmement faibles et qu'il ne faut pas laisser d'illusions à nos compatriotes pour penser qu'on peut avoir le 100% sûreté, 100% sécurité. Alors pour autant, on peut faire des progrès, notamment dans la déradicalisation. Une des choses que je reproche dans la loi renseignement, c'est qu'on dit on va en gros ouvrir les possibilités d'écouter, etc., sauf dans les prisons, alors qu'on sait que ce sont dans les prisons où il y a le plus d'actes de radicalisation. Donc je pense qu'il faut avoir une vision plus globale, et puis j'aimerais qu'on fasse un peu plus de consensus sur ces questions-là, et que ça ne devienne pas le combat de la gauche contre la droite. Quand j'ai vu les réactions d'hier, je me disais, on refait du clivage politique, alors que sur ce sujet, il faut une unité nationale beaucoup plus forte. Allez, on va passer, Yves Gégaud, à un tout autre sujet de l'actualité. On va voir là aussi s'il y a un clivage politique sur l'encadrement des loyers qui entrera en vigueur, vous le savez, le 1er août à Paris. Le décret a été publié par le préfet. On peut dorénavant consulter les loyers de référence pour les différentes zones de la capitale. Alors, quel est le changement pour vous, nouveaux locataires ? Réponse de Carla Carrasquera avec Jean-Yves Blanc. Vous allez louer un appartement à Paris. Si vous signez le bail après le 1er août 2015, sachez que les tarifs seront encadrés. Pour connaître le loyer de référence, il suffit de se rendre sur le site de la Direction régionale de l'hébergement et du logement. Vous tapez toutes les caractéristiques de l'appartement ainsi que son adresse et vous obtiendrez le prix de référence au mètre carré qui pourra éventuellement être majoré de 20%, voire plus, si l'appartement sort vraiment du lot. Lorsque le logement présente des caractéristiques exceptionnelles, il peut y avoir un complément de loyer demandé par le propriétaire. Lorsque, par exemple, tout à l'heure on prenait l'exemple d'un logement qui aurait un jacuzzi, eh bien, effectivement, on pourrait demander un complément de loyer. Pour déterminer ces prix, Paris a été divisé en 80 quartiers. Mais attention, si vous êtes déjà locataire, cette mesure ne pourra pas s'appliquer. Il faudra attendre le renouvellement du bail. D'après l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, cette nouvelle mesure pourrait faire baisser le prix d'une location sur 5 après le 1er août. On a constaté que les très petites surfaces allaient être assez massivement concernées par ces baisses, puisque le barème est établi pour l'ensemble des logements d'une pièce. Et on a des écarts de loyer au mètre carré très importants entre les très petits logements d'une pièce, donc les anciennes chambres de service en fait. Les professionnels de la location vont devoir s'adapter à ces nouvelles mesures, mais au final, ces tarifs ne les surprennent pas trop. On pensait, nous, avant d'avoir les prix définis par l'OLAP, qu'il allait avoir un dégringolement du marché de la location, mais en fait, finalement, pas du tout, parce qu'on se rend compte que les prix qui ont été établis par l'OLAP, ils ressemblent et ils correspondent aux prix du marché qu'on a actuellement. À Paris, seuls 18% des appartements du parc privé changent d'occupant par an. Cette mesure ne devrait donc concerner qu'une minorité de locataires pour l'instant. Alors Yves Gégaud, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les locataires, une idée qui vient de la gauche ? C'est une fausse réponse à un vrai problème.
Le problème en Ile-de-France, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. C'est qu'on ne construit plus assez de logements. C'est qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de familles qui attendent des logements. Dans ma seule commune, il y a 600 personnes qui sont en liste d'attente pour des logements. Et je ne crois pas qu'en encadrant les loyers et en contraignant les propriétaires, on va les convaincre de construire plus. Donc j'ai peur que ce soit une réponse qui est présentée dans votre reportage, si ça permet de faire baisser... Paris, c'est peut-être un petit peu différent du reste de la région. Je ne suis pas sûr que ce soit différent du reste de la région. Moi, je suis un libéral. Je suis pour que le marché se régule, qu'on construise des logements en nombre suffisant en Ile-de-France parce qu'il y a un besoin très fort. J'ai peur que le bilan, il faudra faire le bilan de cette mesure, soit à la fois de complexifier les choses, de décourager les propriétaires. Et au fond, l'agent immobilier que vous venez d'interviewer l'a dit, ça ne va pas changer grand-chose. Allez, Daïk, on passe à la politique, pas politicienne, politique pure. Désaccord, UDI, Républicains? Alors, accord annoncé entre l'UDI et les Républicains mardi soir au niveau national, mais qui implique qu'en Ile-de-France, la liste que devait conduire Chantal Jouanneau en autonomie dès le premier tour n'existera pas. Il y aura une liste d'union avec l'UMP. Ça doit être encore validé par l'UDI la semaine prochaine. Est-ce que vous regrettez que Chantal Jouanneau, dont vous êtes proche, ne conduise pas une liste autonome dès le premier tour en Ile-de-France aux élections régionales? Oui, moi j'aurais souhaité qu'effectivement en Ile-de-France, l'UDI parte au premier tour sous ses couleurs. Alors j'ai bien conscience que face à la gauche et face aux difficultés des Franciliens, il faudrait mettre un peu d'air dans la gestion de cette région et que l'UDI seul ne peut pas le faire. Il faut s'allier. Nos alliés naturels, ce sont les Républicains. C'était prévu au second tour. Donc il y avait évidemment une idée d'alliance au second tour. Je pense qu'il aurait été bien qu'au premier tour, on puisse partir sous nos couleurs, on puisse faire valoir nos différences, parce que si nous étions les mêmes, nous serions aux Républicains. Il y a un accord national qui a été négocié par le président de l'UDI qui implique qu'en Ile-de-France, Chantal Jouanneau fasse l'union dès le premier tour. Il faut céder à ce qu'est l'intérêt général de l'UDI à l'échelon national. Mais oui, pour ma part, c'est un regret. Oui, on va le voir parce qu'il y a eu un lancement de campagne il y a 2 mois à peine et on écoute ce que disaient les responsables de l'UDI à l'époque. Ils nous juraient promis craché qu'ils iraient jusqu'au bout. On les écoute. On ne va pas changer d'avis. L'UDI en Ile-de-France aura sa liste et son projet. Vous irez vraiment en autonomie? Évidemment. Pourquoi lancer une campagne si c'est pour ne pas la faire? Donc là, il y a eu un problème. C'est Jean-Christophe Lagarde qui dit on ira en autonomie. Pourquoi lancer une campagne si c'est ne pour pas la faire? Et là, on voit 2 mois après, il conclut un accord. C'est dramatique pour le crédit de la parole politique et pour la sienne en premier lieu. Vous l'interrogerez. C'est pas moi que vous avez interrogé. Vous êtes membre de son parti, quand même. Sur ce sujet-là. Je vous redis que j'aurais souhaité qu'en Ile-de-France, c'est peut-être un cas spécifique parce qu'il y a une sociologie particulière, parce qu'il y a une situation politique particulière, nous puissions au premier tour partir sous nos couleurs pour montrer combien nous étions différents. J'ai entendu ce qu'a dit le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, la négociation qu'il a menée personnellement avec Nicolas Sarkozy, qui fait que partout, on a l'union dès le premier tour. Au fond, ce qui est le plus important, sans doute pour ceux qui nous écoutent, c'est de savoir si on va confier à nouveau les clés à la gauche pendant 6 nouvelles années, alors qu'ils ont géré pendant 17 ans de cette région. On ne peut pas dire que le bilan soit exceptionnel, ou si on va changer de camp politique pour donner leur chance à des hommes et des femmes nouvelles pour apporter à cette région des réponses. C'est ça le fond du sujet. Daïk avait raison, c'est vrai que l'image que l'on donne de la politique pour éviter ce genre de couac, c'est-à-dire que les électeurs, ils n'y comprennent plus rien et en tout cas, ça ne les encourage pas. Je pense que les électeurs, ils comprennent, ils savent, ils décryptent les stratégies, les tactiques des uns et des autres, qu'au fond, vous êtes là pour les éclairer aussi sur ces questions-là. Les électeurs, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? En tout cas, ceux qui partagent notre approche politique, ils veulent savoir si on a une perspective de faire que les Franciliens vivent mieux ou que les Franciliens continuent de vivre de la même façon dont ils vivent depuis 17 ans. Pour qu'ils vivent mieux, il faut changer de camp politique. C'est ça le fond du sujet. Il fallait le dire au départ. Il y a, sur cette question, des différences entre les Républicains et l'UDI. Nous portons par exemple des choses qui, j'espère, seront reprises par Valérie Pécresse, notamment l'idée de dire qu'il faut une taxe sur les poids lourds en transit, parce qu'il n'y a pas de raison que les Franciliens soient en train de mourir de la pollution. Mais là, on revient sur ce que dit Jean-Christophe Lagarde il y a 2 mois. Parce qu'honnêtement, à l'UDI, ça tangue. À l'UDI, il y a une pétition. Daïk Oduy, ce qui vous intéresse beaucoup, c'est que je commente la vie merveilleuse de Jean-Christophe Lagarde. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'élu, c'est ce qui intéresse les habitants de cette région. Certes, et la pollution, l'emploi, le logement, c'est leur combat. Jean-Christophe Lagarde, il a été élu président de l'UDI sur un message clair, indépendance vis-à-vis des Républicains et de l'UMP à l'époque.
Et là, il fait le contraire de ce pourquoi il a été élu. Ça pose quand même un problème. À l'UDI, ça grince un peu, il y a une pétition. Je suis sûr que si vous invitez Jean-Christophe Lagarde, il vous apportera des réponses à des questions qui le concernent. C'était tout à fait intéressant d'avoir aussi votre point de vue. Non, mais vous avez appelé à voter pour lui quand même. Est-ce que vous vous sentez trahi, déçu par Jean-Christophe Lagarde ? Je vais vous le dire, c'est que si on veut réintéresser les Français à la politique, il faut leur parler de leur quotidien et pas des petites tambouilles des partis politiques. Et bien communiquer dès le départ. Ils ne sont pas dupes, ils savent que le dessous des cartes, ils le connaissent, ils le décryptent. Et au fond, la seule question qui se pose aux Franciliens, c'est est-ce qu'on garde les mêmes ou est-ce qu'on change ? Aujourd'hui, ils vont avoir, je l'espère, les négociations vont commencer lundi avec Valérie Pécresse, des listes plurielles, avec à la fois des centristes, avec à la fois des républicains, et porteuse d'un programme qui, j'espère, ne sera pas le programme de Valérie Pécresse, mais le programme de Valérie Pécresse plus celui de Chantal Joanneau. C'est ça l'essentiel. Allez, il nous reste très peu de temps. On va décrypter la candidature de Paris au JO. Sujet de consensus, là aussi, non ? Oui, vous êtes favorable à la candidature de Paris ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est un moyen de rayonnement, parce que c'est un moyen de vivre ensemble, parce que c'est une formidable image mondiale et qu'au fond, c'est le signe qu'on peut être très fier de ses couleurs. C'est le cas dans les Jeux Olympiques et très ouvert sur le monde. Alors, fier de ses couleurs, vous lancez à la rentrée avec Arnaud Montebourg un mouvement qui s'appellera Vive la France, qui prolonge votre combat pour le Made in France, c'est-à-dire le produire en France. Ça va encourager les JO. Vous pouvez imaginer que les JO, c'est une occasion aussi de vanter les produits français. Enfin, comment vous liez les deux ? D'abord, c'est pas un mouvement, c'est une association pour essayer de rassembler et de fédérer. C'est deux ministres de couleurs différentes qui s'allient. Alors, vous voyez, vous nous dites, alors comment vous pouvez vous allier avec les Républicains ? Je peux même travailler avec Arnaud Montebourg. C'est dire si, au fond, quand c'est l'intérêt général qui est en jeu, l'intérêt général doit supplanter nos intérêts partisans. Et évidemment, les Jeux Olympiques, si on les obtient pour Paris et l'Île-de-France, sont un formidable moment de mettre en avant la vitrine des savoir-faire, du produire en France. On se bat avec Arnaud Montebourg pour une chose simple, il faut produire en France, il faut acheter français, il faut du patriotisme économique, parce que derrière, c'est des emplois. Moi, je suis pour un monde ouvert, mais dans un monde ouvert, ça ne veut pas dire que je ne défends pas les couleurs bleu, blanc, rouge. C'est ce qu'on essaye de faire de façon peut-être un peu originale, c'est-à-dire deux anciens ministres. Voilà. Vous êtes complémentaires, ensemble. Mais qu'est-ce qui vous différencie tout de même ? On n'a pas la même approche de la vie politique. Il est plutôt protectionniste, je suis européen, je suis libéral, il ne l'est pas. Mais au fond, sur le fait qu'il faut des entreprises, des entrepreneurs, qu'il faut reconquérir des parts de marché sur des secteurs qu'on a abandonnés et que le produire en France, c'est l'emploi des Français, on est quand même d'accord. Il faudrait peut-être qu'on arrive à dire aux Français que de temps en temps, sur l'essentiel, la classe politique, elle est capable de se mettre d'accord et d'avancer ensemble. Parce que les gens n'en peuvent plus du clivant. En même temps que les JO, il y a aussi l'exposition universelle, puisqu'il y a un débat, est-ce qu'il faut être candidat aux deux ? Est-ce que finalement l'expo universelle, ça serait pas mieux pour vanter le produit en France ? Moi, je pense qu'on peut être candidat aux deux. Dans un livre que j'ai publié il y a 5 ans, je proposais déjà cette exposition universelle. Je suis très heureux aujourd'hui que ça ait été repris. Et qu'au fond, plus on parle de la France dans un monde ouvert et en concurrence, plus on défend nos emplois. Merci.